J'ai vécu en Australie toute ma vie, mais mon père, qui est originaire d'Indonésie, a de la famille là-bas. Il y a 3 ans, ma mère, mon père, ma sœur et moi étions allés rendre visite à la famille sur l'île de Lombok en Indonésie. Et durant notre séjour, quelque chose d'effrayant s'est produit. Nous dormions dans une arrière-salle de l'épicerie de mon oncle, sous un plafond en tôle ondulé. La pièce n'était pas grande et n'avait qu'une petite fenêtre carrée avec 4 ou 5 tiges de métal dedans, un peu comme dans une cellule de prison. La fenêtre était recouverte d'un petit rideau. Alors que nous étions déjà tous endormis, au beau milieu de la nuit, nous sommes soudain réveillés par un coup extrêmement fort sur notre toit, suivi de grattements. Ce qui est sûr, c'est que le bruit était trop puissant pour être créé par un chat ou un chien. De toute façon, il n'y avait pas d'arbre d'où un animal aurait pu sauter ou tomber. Ma mère, qui n'a jamais fait l'expérience de quoi que ce soit de paranormal en vivant toute sa vie en Australie, était assez inquiète. Elle était persuadée que ce bruit n'était pas normal. Mon père, lui, n'avait pas l'air surpris. Il m'avait déjà raconté avoir vécu de nombreuses histoires de ce genre lorsqu'il vivait en Indonésie. Le lendemain matin, il a expliqué à ses frères et sœurs ce qui s'était passé, et eux non plus n'étaient pas surpris. Ils lui ont dit que récemment, presque toutes les nuits, ces créatures appelées Lik se déplaçaient sur les toits des gens. Ils les ont décrits comme des êtres avec des ailes de corbeau courant, volant et criant le soir venu. En réalité, ce sont des humains qui pratiquent la magie noire et se transforment en êtres surnaturels. Dans chaque région d'Indonésie, il en existe différents types, avec des noms et des apparences différentes. Mais à Bali et Lombok, on les appelle des Lik. Pendant la journée, ils apparaissent comme des humains normaux, mais à la nuit tombée, ils quittent la maison et font ce qu'ils veulent. À côté de la charcuterie de mon oncle et de notre terrain, il y a un village qui a sa propre culture et ses propres croyances. Mon autre oncle a épousé une femme de ce village, et notre famille est donc assez proche de ces gens. Là-bas, il y a un homme et une femme qui sont du Kun, sorte de guérisseurs ou sorciers indonésiens. C'est un vieux couple auquel les villageois s'adressent toujours lorsqu'ils ont un problème avec les esprits, etc. La femme est une petite vieille dame dont les dents ont des taches rouges et noires à force de mâcher des noix de bétel toute la journée. Le mari, je ne me souviens pas à quoi il ressemblait. Ma famille leur a rendu visite une fois parce qu'ils voulaient accomplir une sorte de rituel avec nous pour nous purifier ou autre chose. Quoi qu'il en soit, mon père m'a dit que les guérisseurs soupçonnaient une dame et sa mère qui vivaient dans la maison voisine de la charcuterie de mon oncle. Ils ont pensé qu'il était préférable de garder ça pour eux et de ne pas accuser celle-ci de quelque chose comme ça. Ce qui est effrayant, c'est que la maison des voisins était à côté de notre chambre, juste à l'endroit où se trouvait la petite fenêtre. Pendant les quelques jours que j'ai passés là-bas, moi qui dormais près de la fenêtre, j'ai eu des nuits terribles. Je me réveillais avec de fortes bouffées de chaleur et un inconfort total. Mon père m'a dit qu'à plusieurs reprises, il a remarqué que le rideau de la fenêtre était ouvert, même après qu'il ait continué à le fermer. Il avait aussi l'impression étrange que quelqu'un regardait à l'intérieur. Après avoir quitté l'université, je suis restée chez mes parents dans la maison qu'ils avaient achetée 1 an plus tôt. C'est au mois d'août que j'ai emménagé. À l'époque, ma mère souffrait de multiples problèmes de santé depuis des mois et devait faire des allers-retours assez fréquents dans différents hôpitaux. Elle et mon père dormaient dans des chambres différentes, car elle était de plus en plus incommodée par les ronflements bruyants de celui-ci. Pendant les mois où je suis restée avec eux, la chambre de ma mère m'a toujours mise un peu mal à l'aise.
Elle avait des rideaux en organza rose suspendus autour du lit à baldaquin, et la pièce ne recevait pas beaucoup de lumière du soleil. En tout cas, je ne voulais jamais y rester plus de 15 minutes. En raison de sa maladie, ma mère a perdu plus de 10 kilos. Elle souffrait de toutes ces infections résistantes aux antibiotiques qui touchaient plusieurs organes. Ses médecins étaient très perplexes et ne parvenaient pas à déterminer les causes réelles de la maladie. Il était déchirant de la voir dépérir lentement et devenir une personne extrêmement fragile et dépressive. À un moment donné, elle a même cru qu'elle allait mourir. Début décembre, l'une de ses cousines est venue à la maison pour la première fois. Elle s'est immédiatement inquiétée lorsqu'elle est entrée dans la chambre de ma mère. « C'est plein de mauvaise énergie », a-t-elle dit. Elle a décrit ce qu'elle ressentait et a affirmé que cela lui donnait mal à la tête dès qu'elle entrait dans cette pièce. Elle a dit à mes parents qu'elle connaissait quelqu'un de spécial qui pourrait être en mesure d'aider à soigner la maladie étrange de ma mère. Cette personne était un homme, un maître feng shui. À court d'options, mes parents ont accepté d'inviter le maître à la maison la semaine suivante. J'étais à la maison avec eux le jour où il est arrivé. Il a d'abord demandé à mon père de retirer toutes les statues en bois que celui-ci avait collectionnées au fil des ans. Vous pouvez les mettre dans le garage ou dans la salle de stockage, mais certainement pas dans votre espace de vie, a affirmé le maître. Selon lui, chacune de ces statues portait ses propres énergies chaotiques. Lorsqu'il est entré dans la chambre de ma mère, il a secoué la tête et nous a dit qu'il y avait des choses qu'il n'aimait pas et qu'il devait s'en débarrasser au plus vite. Il a tendu un hulu à mon père. C'est une calebasse utilisée par les hommes ou femmes de médecine traditionnelle comme récipient pour diverses substances. Le maître lui a dit de le laisser dans la chambre de ma mère avec le couvercle ouvert, puis nous avons attendu. C'était en fin d'après-midi. Mon père et l'assistant du maître travaillaient à déplacer les statues en bois de la maison au garage, tandis que ma mère se reposait dans la chambre d'amis avec moi. Vers l'heure du dîner, elle a commencé à faire une horrible crise de panique. Elle était extrêmement nerveuse, essoufflée, et ne pouvait s'empêcher de se gratter la poitrine. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression que quelque chose était à l'intérieur et qu'elle devait le faire sortir. Je n'avais jamais vu ma mère dans cet état. Son visage et sa poitrine étaient rouges comme la braise, et elle se comportait comme un animal blessé et en colère. Effrayée et alarmée, j'ai couru au garage pour dire à tout le monde ce qui se passait. Le maître a crié « Nous avons quelque chose !» Il a ordonné à mon père de récupérer le hulu dans la chambre de ma mère et de remettre le couvercle en place. Mon père a suivi l'ordre et a sorti le hulu puis l'a remis au maître. Juste après cela, la crise de panique de ma mère s'est rapidement calmée, comme si rien ne s'était passé. Son visage et sa poitrine ont retrouvé leur teinte normale, pâle et claire, avec des marques de griffures rouges visibles qu'elle s'était faites quelques instants auparavant. Mais elle était calme. Le maître saisit le hulu et le fixa un moment puis ferma les yeux avant de déclarer « Nous l'avons attrapé ». Qu'y avait-il dans le hulu? Nous voulions tous le savoir. Selon le maître, il semblait s'agir d'une sorte de magie noire, un sort que quelqu'un avait jeté sur la maison. Cependant, ma mère n'était pas nécessairement la cible. C'est seulement parce qu'elle avait un système immunitaire faible qu'il était facile pour la mauvaise énergie de s'attacher à elle. Étrangement, après cet événement inexplicable, la santé de ma mère s'améliorait de jour en jour. Au printemps suivant, elle a retrouvé la santé. Même les médecins ont été étonnés. Bien sûr, mes parents n'ont pas raconté à ces derniers ce qui s'était passé avec le maître, car ils ne pensaient pas que ceci les croirait après tout. C'était il y a plus de 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis juste reconnaissante que ma mère soit toujours avec nous, en bonne santé, et qu'elle et mon père vivent toujours dans cette maison en toute tranquillité.
Depuis l'âge de 5 ans, j'ai une peur extrême des poupées. Elles me terrifient. Je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, mais lorsque j'ai atteint l'âge de 16 ans environ, ma mère m'a dit d'où pouvait venir ma peur. C'est à partir d'une expérience personnelle. Je ne pourrai jamais répondre complètement à la question de savoir si je crois au paranormal ou non. Mais cette expérience personnelle avec une poupée donnée par une tante qui pratiquait la magie noire me hante jusqu'à ce jour. Lorsque ma mère m'a raconté cette histoire, j'ai eu des petits flashbacks de l'époque avec cette poupée. Depuis que je suis née, je n'ai jamais dormi correctement. Je n'ai jamais pu et je ne pourrai probablement jamais. Je ne pleurais pas quand je me réveillais tôt. Je jouais tranquillement avec mes mains et j'attendais que ma mère vienne me chercher. J'ai fait ça depuis ma naissance jusqu'à ce que je sois plus grande. Vers l'âge de 5 ans, une tante du côté de mon père biologique est venue nous rendre visite et m'a offert une poupée. Maintenant, gardez à l'esprit que je n'ai rien à voir avec mon père biologique et que cette tante a peut-être souhaité du mal à ma mère. Les Fidjiens de cette génération sont généralement très superstitieux et beaucoup d'entre eux croient à la magie noire. Mon jeune frère, qui devait avoir 1 ou 2 ans à l'époque, était souvent avec ma mère et j'étais très jalouse quand il est né. Donc au début, elle n'était pas trop étonnée que je passe du temps loin d'eux en compagnie de cette poupée. Un matin, elle est venue dans ma chambre et a été très surprise que je ne sois pas là. Comme je l'ai dit, quelle que soit l'heure à laquelle je me réveillais, je ne me levais jamais sans elle. Nous avions un sous-sol que mon frère et moi ne devions absolument pas ouvrir car les escaliers étaient assez espacés et étant petits, nous aurions pu facilement tomber à travers ou sur le béton. Ma mère a fait mettre un verrou en hauteur sur la porte, juste au cas où. Aussi, ce sous-sol était effrayant comme l'enfer et je n'ai jamais voulu y aller seule, jamais. Ce matin-là, en plus de se rendre compte que je n'étais pas à ma place habituelle pour l'attendre, ma mère a aussi remarqué que cette poupée effrayante n'était pas là non plus. Avant qu'elle ne prononce mon nom, elle m'a entendu pleurnicher en bas. En allant me chercher, elle a constaté que mes pleurs s'intensifiaient. Elle a crié mon nom et a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne t'avais pas interdit de descendre en bas sans moi ?» Lorsqu'elle a ouvert, en pleurs, j'ai couru me blottir contre elle. C'était un tel soulagement de voir qu'elle était là. J'ai commencé à lui dire « Maman, c'est la poupée, maman, c'est à cause d'elle. » Elle a eu très peur, parce qu'elle a dit que mes pleurs hystériques n'étaient pas ceux d'un enfant qui essaie de se trouver une excuse en se faisant prendre en train de faire quelque chose de mal, mais plutôt ceux d'un enfant effrayé, voulant qu'on lui vienne en aide. Après cet incident, nous sommes partis chez ma grand-mère, sans la poupée bien sûr, qui ce jour-là avait été retrouvée sur le canapé. Par la suite, nous nous sommes débarrassés de celle-ci. Je sais que c'est une histoire difficile à croire, mais une chose est sûre, je n'aurais jamais osé me rendre au sous-sol parce que j'avais peur de me lever toute seule et j'aimais l'attention que ma mère me portait en venant me sortir du lit chaque matin. J'ai eu quelques expériences paranormales en grandissant, mais il y a une en particulier qui m'a beaucoup marquée. J'avais environ 12 ans, j'ai la trentaine maintenant. Au cours d'une soirée pyjama, un week-end avec des amis, cet événement s'est produit alors que tout le monde était déjà endormi. Je me suis réveillée en entendant quelque chose marcher sur le toit de mes voisins. Pour être plus clair, le toit en tôle de mes voisins était parfaitement aligné avec la fenêtre du 2e étage de ma chambre, et il était assez proche pour toucher également notre maison. Mon lit était aussi juste à côté de la fenêtre car il faisait chaud. J'ai commencé à paniquer parce qu'il n'y avait aucune chance que quelqu'un se trouve sur le toit aussi tard dans la nuit. J'entendais les pas se rapprocher de plus en plus de ma fenêtre. Alors, je me suis retournée dans le lit et j'ai gardé les yeux fermés. Soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un se tenait au-dessus de moi. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Je commençais vraiment à être terrifiée. Alors, j'ai gardé les yeux fermés
en espérant que ce n'était que mon imagination. Je me suis mise à prier, et après quelques minutes, la sensation a disparu. Ensuite, j'ai ouvert les yeux à moitié. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. À quelques mètres de moi, il y avait une silhouette sombre qui planait au-dessus d'un de mes amis. Elle était juste au-dessus de lui et le regardait dormir. Après quelques minutes, il s'est approché de mon autre ami et a fait la même chose. J'ai voulu crier, mais je ne pouvais rien dire ni bouger. J'ai refermé les yeux en espérant que rien ne se passerait. Au bout d'un moment, j'ai réouvert les yeux et il était enfin parti. Le lendemain, j'en ai parlé à tout le monde et ils ne m'ont pas cru. Aujourd'hui encore, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est arrivé à mon père quand j'avais environ 11 ans. Quand il m'a raconté cette histoire, le lendemain, j'ai pu voir dans ses yeux qu'il avait vraiment peur. Avant que mon père ne prenne sa retraite, il a travaillé dans tout le Midwest pour la construction d'autoroutes. Il partait 1 à 2 semaines d'affilée pendant la majeure partie de l'été, travaillant du lever au coucher du soleil. Une nuit, alors qu'il prenait la route pour rentrer, il se trouvait probablement à 40 miles de chez lui, au milieu de nulle part, lorsqu'il entendit frapper à la porte arrière du camion. Celui-ci a été instantanément pris au dépourvu et s'est demandé s'il devait s'arrêter pour sortir et voir ce que c'était. Il a également pensé à baisser sa vitre pour essayer de comprendre ce qui faisait ce bruit. C'était bizarre, mais il décida tout de même de continuer à rouler. Il y avait une ville à proximité de toute façon. Donc si cela se reproduisait, il pourrait vérifier en pleine lumière. En arrivant dans la ville, le bruit s'est arrêté. Un peu soulagé, il ne s'arrêta pas et continua de rouler. Seulement, dès qu'il s'éloigna des lumières de la ville, les coups ont recommencé de plus belle. Le bruit ressemblait vraiment à des coups de poing, comme si quelqu'un frappait sur la porte arrière. Cela s'est reproduit plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il atteigne les lumières de sa ville natale. Le lendemain, il raconta cette histoire à ma mère et à moi. Nous sommes tous sortis pour inspecter son camion. Sur la porte arrière, d'où les cognements provenaient, on vit des marques étranges, qui ressemblaient à des marques d'articulation. Peu de temps après, nous avons parlé avec un guérisseur, nous sommes Anishinaabe, et mon père lui a raconté ce qui s'était passé. Il nous a dit que c'était une bonne chose qu'il ne soit pas sorti ou qu'il n'ait pas baissé sa fenêtre. Je suis heureux que mon père ait été suffisamment conscient pour reconnaître que c'était quelque chose de malsain. Deux de mes amis et moi venions d'entrer à l'université. L'un d'entre eux, John, partageait un appartement avec moi. L'autre, Rohan, vivait dans le dortoir de l'université. Il avait l'habitude de nous raconter des expériences amusantes qui se passaient dans les dortoirs, donc nous étions très intéressés et excités d'aller là-bas. Nous avons saisi cette chance et l'avons convaincu de nous laisser rester avec lui pour quelques nuits. La résidence universitaire était un bâtiment de 4 étages. Nous avons visité le premier étage et il y avait des chambres où les étudiants vivaient, puis le 2e et le 3e étage, et lorsque nous étions sur le point d'aller au 4e étage, nous avons remarqué un tissu rouge devant l'escalier. Nous avons demandé à Rohan ce qu'il en était. Il a dit qu'il n'en savait rien, et quand il a essayé de demander aux autres ce qu'ils en pensaient, ils n'ont pas répondu. Nous voulions nous rendre à l'étage, mais Rohan ne voulait pas, alors nous sommes restés dans sa chambre pour jouer aux cartes. Après avoir joué aux cartes, on s'est mis sur nos téléphones.
C'est alors que John m'a envoyé un message pour me demander si je voulais aller au 4e étage, mais je lui ai dit que Rohan ne nous laisserait pas y aller. Alors nous avons décidé que nous irions quand il s'endormirait. Après un moment, Rohan s'est mis à ronfler. Donc, pensant qu'il s'était endormi, nous nous sommes levés. Mais alors que nous étions sur le point de sortir, ce dernier nous a appelés et nous a demandé ce que nous faisions. En réalité, il avait fait semblant de dormir. Comme nous nous étions fait prendre, nous lui avons tout avoué. Il fallait qu'il nous laisse partir. Alors on a insisté. Il a fini par céder et a accepté de nous accompagner. Le garde était en patrouille avec sa lampe de poche. Nous avons donc dû nous accroupir et marcher vers l'escalier. Arrivés devant l'escalier, Rohan nous a dit que nous ne pouvions pas retirer le tissu rouge et qu'il fallait passer en dessous. Nous sommes passés en dessous. Mais la peur a commencé à m'envahir lorsque j'ai entendu le son d'un bracelet de cheville. À ce moment-là, j'ai demandé aux autres s'ils pouvaient l'entendre. Ils ont dit qu'ils l'entendaient aussi. C'était comme si quelqu'un courait d'une pièce à l'autre. Trop effrayé, Rohan a voulu qu'on parte. Mais John lui a dit qu'il pouvait partir s'il le voulait, mais que nous allions continuer. Il n'en avait pas envie, mais finalement, il est quand même resté avec nous. Nous sommes montés dans les escaliers, et en arrivant en haut, on a vu les chambres. Parmi celles-ci, il y en a une qui m'a donné des frissons dans le dos. Sur la porte, il y avait une énorme serrure avec beaucoup de talismans. Nous nous sommes rapprochés et avons à nouveau entendu le son du bracelet de cheville qui venait donc de l'intérieur de cette chambre. Curieux, j'ai décidé de regarder par le trou de la serrure. Mais je n'aurais pas dû, car ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Dans la faible lumière du lampadaire, du côté opposé, j'ai vu un corps suspendu à un ventilateur. Et en dessous, il y avait une fille qui dansait. Brusquement, je me suis mise à trembler de peur et ne pouvais plus bouger. Me voyant dans cet état, mes amis ont également voulu regarder un par un. Après avoir vu la même scène que moi par le trou de cette serrure, Rohan, terrifié, a commencé à courir dans les escaliers. Mais brusquement, il a trébuché et a perdu connaissance. Puis John a essayé de me tirer vers l'escalier avec lui, puisque je ne pouvais pas bouger. En essayant de nous tirer vers le bas, il a trébuché lui aussi. Sa tête a heurté la rampe de l'escalier et le sang a commencé à couler sur celle-ci. Je suis resté assis sur mes genoux, totalement engourdi, regardant tout ce qui se passait devant moi, sans pouvoir bouger un doigt. Avant que je puisse comprendre combien de temps s'était écoulé, John s'est levé d'un coup et a commencé à danser comme la fille que j'avais vue dans la pièce. Son visage était devenu étrange. Puis soudain il a sorti sa langue et n'arrêtait pas de la mordre. Puis, comme un être possédé, il s'est mis à courir partout. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je n'en pouvais plus, et c'est là que j'ai perdu conscience. Lorsque j'ai repris mes esprits, je me suis rendu compte que cette nuit horrible n'était pas terminée, bien au contraire. Rohan était toujours inconscient dans les escaliers, et John lui était en train d'essayer d'ouvrir la porte. Mais à chaque fois qu'il touchait le verrou, il agissait comme si sa main le brûlait, et celui-ci se mordait la langue de colère. Et là, tout à coup, il me regarde et m'ordonne d'ouvrir la porte. Mais je hoche la tête pour montrer que je n'ouvrirai pas. Après avoir vu mon signe de tête, il s'est mis en colère, m'a attrapé la tête et l'a frappé contre le mur. Je suis tombé sur le sol en ressentant une douleur extrême, mais aucun mot n'est sorti de ma bouche. Au bout d'un moment, quand la douleur a disparu, j'ai vu ce monstre déguisé en mon ami donner des coups de pied et essayer d'ouvrir la porte. Le garde est venu en courant vers moi et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai pointé mon doigt vers la chambre, lui disant de sauver John et Rohan. Le visage du garde est devenu blême. Il s'est mis à trembler de peur, mais il est quand même monté. Il a vu John inconscient et a vu Rohan donner des coups de pied dans la porte sans pouvoir l'ouvrir. Mais quand il a essayé de faire descendre John,
Rohan a donné un coup de pied au garde et a traîné John à l'étage devant la porte. Il a commencé à danser en cercle autour de lui. Sans dire un seul mot, le garde s'est précipité en bas. Puis il a fait venir un imam d'une mosquée voisine. Il leur a fallu environ 20 minutes pour arriver. Et je me suis levé de toutes mes forces et suis monté avec eux. Il y avait Rohan sur la poitrine de John et John qui me regardait en riant. Et c'est là que je perds à nouveau connaissance. Quand j'ai repris conscience, je me suis retrouvé dans un grand hall et Rohan était à côté de moi. Mais nous n'avons vu John nulle part. Puis l'imam est venu nous voir, après avoir su que nous étions réveillés. Je lui ai alors demandé des nouvelles de John. Après avoir entendu ce qu'il m'a dit, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Il m'a dit, alors que Rohan était sur la poitrine de John, il a commencé à réciter Ayat al-Kursi, une sourate très puissante. Rohan est tombé sur le sol et John a repris conscience. Ils ont tous les deux été amenés dans une salle. John a eu la tête bandée, mais le jour suivant, il s'est réveillé et s'est suicidé en sautant du 3e étage. Rohan et moi n'arrêtions pas de pleurer après avoir entendu ça. Le lendemain, l'imam est venu nous demander ce qui s'était passé au 4e étage et pourquoi nous y étions allés. Rohan a dit qu'après être tombé, il ne se souvenait de rien. J'ai donc tout raconté à l'imam. Et ce qu'il m'a dit sur l'histoire du terrain et du bâtiment me donne encore la chair de poule. Le bâtiment a été construit en 1993. Le terrain appartenait à un homme nommé Jack. Un jour, son frère est arrivé avec les documents du terrain avec son nom dessus et a réclamé le terrain pour lui-même. Puisqu'il avait les documents, il a vendu la terre aux autorités qui ont construit la résidence universitaire par la suite. Jack était introuvable pendant et après cet incident. Après de nombreuses années, un jour, un garçon étrange est venu dans cette fameuse chambre. Il ne parlait à personne et restait tout le temps seul. Son colocataire se plaignait que chaque nuit, il devait sortir de la chambre pendant 1 heure parce qu'il le lui demandait. Une nuit, ils ont entendu des cris provenant de la chambre et lorsqu'ils y sont allés, ils ont vu que le garçon avait poignardé son colocataire avec un grand couteau et était couvert de sang. Il disait quelque chose dans une autre langue et tout à coup, il a brisé le verre de la fenêtre et s'est coupé la gorge avec. Un imam a été appelé et ils ont vu un pentagone dessiné sur son lit. L'imam a raconté qu'il pratiquait la magie noire et qu'il était entré en contact avec une entité incroyablement puissante qui lui avait promis quelque chose, mais qu'il n'avait pas pu tenir sa promesse et qu'elle l'avait tué ainsi que son voisin de chambre. Après cela, 3 garçons sont venus dans cette chambre et les 3 se sont suicidés de la même manière en se tranchant la gorge. Ce bâtiment existe encore aujourd'hui et les étudiants y vivent, mais personne ne va au 4e étage. Rohan et moi, nous nous en voulons toujours pour la mort de John et nous rendons visite à ses parents de temps en temps. En tout cas, depuis cet événement, je sais que la magie noire est réelle et c'est la pire chose dans laquelle une personne puisse être impliquée. Cette histoire parle d'un incident qui s'est produit dans mon village en Inde. Toute ma famille et moi vivons à Mumbai, mais une fois par an, nous allons faire des vacances là-bas. C'était le mariage de ma sœur et on s'est tous rendus au village pour célébrer cet événement. Tout d'abord, une petite présentation de la maison. Elle a un étage. Au rez-de-chaussée, il y a 4 pièces, une cuisine, une salle de bain et des toilettes. À côté des toilettes, il y a un escalier qui mène au 1er étage. Au 1er étage,
il n'y a que 2 chambres et une terrasse. Le jour où nous sommes arrivés au village, j'étais très fatiguée et tout le monde a eu sa chambre pour dormir. Mon oncle, mes cousins et moi dormions sur la terrasse. Cette nuit-là, j'ai dormi tranquillement. Le lendemain soir, nous avons tous veillé un peu tard. Au milieu de la nuit, je me suis levée pour répondre à l'appel de la nature. Et c'est là que j'ai vu ma grand-mère penchée sur le mur de la terrasse. Normalement, celle-ci dormait au rez-de-chaussée, et je me suis demandé ce qu'elle faisait au premier étage à 2 heures du matin. Quand elle m'a vue, elle a commencé à descendre les escaliers. Je l'ai suivie. Elle a pris à gauche et s'est dirigée vers les toilettes. Je suis aussi allée vers les toilettes et j'ai vu la lumière allumée. J'ai attendu à l'extérieur. Mais après avoir attendu plusieurs minutes, ne voyant personne en sortir, j'ai décidé d'aller vérifier la chambre dans laquelle ma grand-mère dormait. Et je l'ai vue, qui dormait paisiblement. Quand j'ai ouvert la porte des toilettes, il n'y avait personne. Finalement, je suis entrée, j'ai répondu à l'appel de la nature et je suis allée dormir sur la terrasse. Le matin, lorsque j'ai demandé à ma grand-mère ce qu'elle faisait au premier étage la nuit, elle m'a répondu qu'hier soir, elle n'était jamais allée au premier étage. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a vraiment effrayée. Elle m'a dit qu'un djinn vivait sur la terrasse de la maison. Lorsque j'ai fait part de cet incident à mon père, il a confirmé ses dires. Puis il m'a également raconté l'histoire de ma tante. Il a dit, quand ma tante est arrivée à la maison en tant que jeune mariée, elle a vu ces djinns sous la forme de son mari, mon oncle. Et à cette époque, mon oncle était à Dubaï. Elle a donc eu très peur et elle est allée voir un mollah pour lui demander de l'aide. Le mollah est venu et a béni la maison et est parti. Cette nuit-là, ma tante a eu un rêve étrange et dans ce rêve, elle a vu un homme avec une barbe et son visage était à moitié brûlé. L'homme a dit qu'il ne laissera jamais ma tante rester dans la maison. Après cet incident, chaque fois que ma tante dormait dans notre maison, elle avait toujours l'impression que quelqu'un lui secouait les orteils et elle tombait toujours malade. Même ses enfants tombaient malades s'ils restaient là-bas. Plus tard, mon oncle a construit une maison séparée de la nôtre. Les djinns sont de 2 types, mauvais et bons. Je pense que celui qui vivait dans la maison n'était ni bon ni vraiment mauvais. Pour moi, il voulait juste que ma tante reste loin de cette maison. Tout a commencé autour de mon 9e anniversaire. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne ordinaire avec 2 autres frères et sœurs et mes parents. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais nous vivions heureux dans une petite maison avec une chambre et une salle de bain. Chaque nuit, je dormais sur un diwan, un lit de jour sans barreaux de chaque côté du lit, adossé à un mur du salon. À côté du lit se trouvaient 2 petites marches menant à l'unique chambre de la maison. Quand je dors, comme un mort la plupart du temps, sans rêver, même maintenant, mais cette nuit était différente. Je dormais comme un bébé avec une main tendue au-dessus de ma tête, hors de l'oreiller, comme pour bloquer l'entrée de la chambre. Et c'est là que je l'aperçois. Presque sortie de nulle part, je vois une vieille dame frêle portant un sarré rouge, se dirigeant vers le petit escalier de 2 marches menant à la chambre. J'étais endormie, je ne pouvais pas me réveiller ou crier, et j'ai été immédiatement confus quant à l'identité de cette grand-mère qui était venue chez moi. Je ne la reconnaissais pas et ne l'avais jamais vue auparavant. Je me suis dit, il vaut mieux qu'elle ne sache pas que je l'ai vue, et j'ai fait semblant de me rendormir. Alors qu'elle a commencé à se diriger vers la chambre, ma main était tendue. Elle a soulevé très doucement mon bras et l'a placé sur ma poitrine. Je pouvais sentir sa main toucher le dos de ma main et je savais instinctivement qu'elle savait que je l'avais vue. Bizarrement,
je ne me suis pas sentie menacée ou effrayée par elle. Elle était calme, avait une certaine paix, et avec ce contact, j'ai su qu'elle était venue seulement pour dire quelque chose. Puis, en un instant, je me suis à nouveau assoupie. Environ 30 minutes plus tard, j'ai été soudainement réveillée par des lumières et une agitation dans la maison. Ma petite sœur était également réveillée et assise avec ma mère sur leur lit. Mon père se démenait pour donner de l'eau à ma mère, qui pleurait de façon incontrôlable. Je ne comprenais pas ce qui se passait, et j'ai demandé à ma mère ce qui n'allait pas. Elle a répondu, toujours en reniflant. J'ai vu ma grand-mère dans mon rêve, et elle m'a dit qu'elle n'aimait pas que je sois mariée à ton père. J'étais choquée, et j'ai aussi pensé que c'était hilarant de voir ma mère se mettre dans cet état pour une chose aussi ridicule. À ce moment-là, mon père et ma mère étaient déjà mariés depuis plus de 10 ans. Je lui ai demandé, était-ce une très vieille dame? Portait-elle un sari rouge? C'est comme ça que tu l'as vue? À ma grande surprise, ma mère m'a répondu que oui. Je l'ai vue comme la vieille et frêle personne qu'elle était avant de mourir, et elle portait un sari rouge, celui qu'elle avait vers la fin. C'est maintenant son tour d'être confuse et choquée, et elle me demande « Mais comment le sais-tu » Jusque-là, je n'avais jamais entendu parler de sa grand-mère, même en passant. Il n'y avait pas de photo d'elle, car c'était surtout pour les riches en Inde à l'époque, et la famille de ma mère venait d'un milieu très pauvre qui ne pouvait pas s'offrir de photos. S'il n'y en avait une, je ne l'avais pas vue. Je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé il y a moins d'une demi-heure pendant que je dormais. Quelque chose en moi m'a dit alors de lui dire de ne pas s'inquiéter de la conversation de sa grand-mère et que, à mon avis, l'arrière-grand-mère voulait juste du drame. Cela a probablement rendu ma mère encore plus perplexe. Mais la tension est passée quelques minutes plus tard. La paix a été rétablie et tout le monde est retourné se coucher. Mes parents sont heureux en ménage depuis plus de 47 ans maintenant. Et pour moi, cette expérience était juste le début de centaines d'autres expériences spirituelles. C'est presque comme si l'arrière-grand-mère avait ouvert un portail pour que les esprits me rendent visite. Ils m'ont apporté des messages d'avenir, de bonheur, de malheur. Certains sont simplement restés sur place. D'autres traînent encore dans les parages. Et d'autres encore ont disparu aussi vite qu'ils étaient venus. Certains esprits ont demandé de l'aide, et d'autres ont aidé. Je n'ai vu les esprits que de quelques personnes que je connais, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont pour la plupart. Est-ce effrayant? Je ne pense pas à eux de cette façon, et je respecte les esprits autant que les vivants. Je suis garde-chasse en Afrique du Sud, à 80 km de la ville la plus proche, dans la brousse. Je n'étais pas en service cette nuit-là et je me suis couché tôt. Ma chambre était entourée d'une clôture électrique, de sorte que les animaux nuisibles ne pouvaient pas m'atteindre facilement. Je me suis réveillé vers 1h du matin quand j'ai entendu mon chien grogner. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être observé. Alors je suis resté immobile et silencieux pendant environ 5 minutes. Puis j'ai entendu des bruits étranges, directement devant la fenêtre de ma chambre. Il y avait des pas rapides et courts, mais aussi ce qui ressemblait à des chuchotements d'enfants. Pensant qu'il s'agissait d'un membre du personnel ayant terminé son service tard et passant devant ma chambre ou faisant une farce, je leur ai dit de se taire et ils se sont tus. Puis, au bout de quelques secondes, les chuchotements ont repris, et cette fois plus près de ma fenêtre. À ce moment-là, mon chien a commencé à pleurnicher et à grogner, puis il a essayé de se cacher sous ma couette. J'ai donc pris mon fusil, parce que les choses en Afrique du Sud sont instables avec la violence, donc il vaut mieux en avoir un sur soi. Bien décidé à faire fuir ces intrus devant ma fenêtre, j'ai rapidement ouvert les stores pour les prendre au dépourvu. Et là, brusquement, j'ai vu passer quelque chose. C'était court, sombre et sans visage. Une silhouette qui s'est immédiatement enfuie à un rythme anormal. Chaque pas était comme un glissement de 3 mètres vers le suivant. En voyant ça, j'ai eu un frisson.
Les poils de mon corps se sont dressés. J'étais terrifiée. Mon chien aboyait agressivement à la porte vitrée de l'entrée où la chose s'était enfuie. Je n'avais aucune idée de ce qui venait de se passer et je n'avais pas l'intention d'être une cible facile. Alors je suis sortie avec mon fusil et j'ai fouillé la zone immédiatement devant ma fenêtre. Il n'y avait rien, pas d'empreinte de pas, pas de silhouette sombre. Mais le jour suivant, j'ai trouvé des plumes d'oiseaux regroupées avec des brindilles et ce qui ressemblait à des cheveux sous l'arbre devant ma fenêtre. J'ai parlé avec un des membres du personnel et j'ai expliqué ce qui s'était passé. Il s'est avéré que les habitants, cette nuit-là, étaient restés à l'intérieur, car ils savaient que c'était la nuit où les sorciers appelaient les démons pour qu'ils fassent leur action. Et celui-ci avait été envoyé pour faire des incantations devant ma fenêtre, apparemment pour me jeter un sort ou me faire quitter les lieux. Mon ami m'a dit que j'avais de la chance qu'il se soit enfui et ne m'ait pas attaqué quand je suis sortie. J'ai dû l'interrompre pendant son rituel. Adolescent, je vivais en Afrique du Sud avec mon grand-père dans un quartier pauvre de Johannesburg, connu pour ses activités liées au trafic et aux gangs. Mon grand-père avait toujours prétendu qu'il était capable de voir des djinns. Les Sud-Africains étant très superstitieux, je n'y ai jamais prêté attention à l'époque, bien que je croie au paranormal. Une nuit, où j'étais avec mes cousins dans la chambre que nous partagions, l'un d'eux a commencé à crier. Il disait qu'il y avait un tokoloch, sorte de démon sud-africain, derrière la fenêtre. Je pensais qu'il mentait parce qu'il avait toujours été connu pour dire des choses bizarres de cette nature. Mais bien que je ne le croyais pas, j'ai finalement décidé de regarder et je me suis rendu compte qu'il ne mentait pas. Car en effet, sur le sol, à environ 1 mètre de la fenêtre, il y avait une silhouette qui roulait sur le béton. Au début, j'ai pensé que c'était un chien. Mais plus je regardais, plus ça avait l'air humain. Elle était mince et recroquevillée en position fétale, ce qui nous permettait de voir son dos. Je pouvais voir sa colonne vertébrale à travers sa peau d'apparence morte. Il avait des bras et des jambes qui semblaient être longs. Mais c'était comme si chaque fois que mon cerveau commençait à comprendre ce que je voyais, il changeait d'aspect. Nous ne pouvions pas voir le visage de la créature qui se tordait dans des excréments de chien. Mes cousins étaient terrifiés, mais bizarrement, je n'avais pas peur de cette chose. J'étais plutôt curieux de savoir ce que c'était, alors j'ai pris une lampe de poche et je l'ai braquée sur elle pour attirer son attention, mais elle n'a pas eu de réaction par rapport à ça et a continué à se tordre. Alors que mes cousins criaient d'horreur, j'ai commencé à frapper sur la fenêtre. Voyant qu'elle ne réagissait pas, j'ai voulu ouvrir pour l'interpeller. Mais finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons regardé pendant un certain temps avant de nous lasser et de continuer à faire ce que nous faisions. Il semble tellement exagéré d'ignorer ce que nous avons vu, surtout parce que c'est contre ma nature. Me connaissant, j'aurais essayé de l'enregistrer, mais sur le moment, l'idée ne m'est même pas venue. C'était presque comme si la chose avait en quelque sorte influencé nos pensées pour nous éviter de l'affronter, de l'enregistrer. Ce n'est que maintenant que j'y repense et que je me reproche de ne pas avoir pris de vidéo. Quelque temps après, le deuxième incident s'est produit. Dans le quartier, il y avait un terrain vide où se trouvait une maison, mais qui était maintenant envahie par les plantes. C'était un dépotoir d'ordures. À l'arrière, il y avait un mur de pierre. Mon cousin et moi étions assis là-bas, regardant vers l'intérieur, lorsque nous avons remarqué quelque chose d'accroupi dans le coin le plus éloigné du terrain. Nous ne pouvions pas très bien le voir, mais nous avons supposé que c'était un ivrogne. Nous nous sommes moqués de lui, mais soudain, la personne s'est levée, et nous avons vu que ce n'était pas du tout une personne. C'était une silhouette sombre et informe. Elle s'est avancée d'un pas menaçant. Effrayés, nous nous sommes réfugiés derrière le mur. J'ai ensuite couru vers mon grand-père en lui disant qu'il y avait un djinn sur le terrain. Il nous a dit à moi et à mon cousin de courir à l'intérieur,
Nous nous sommes exécutés et nous l'avons regardé se diriger vers le mur et crier sur la créature. La culture sud-africaine est si différente de la culture américaine. Des choses comme celle-ci sont courantes et rarement enregistrées. Je ne le comprendrais pas si je ne l'avais pas vécu, mais dans les lieux où ces êtres s'épanouissent, ils ne sont pas enregistrés, soit par influence, soit parce que les personnes qu'ils rencontrent n'ont aucune envie de les filmer. Dans un endroit comme celui-là, il est facile de passer entre les mailles du filet, ce qui explique probablement pourquoi il y en a tant.